Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui pour ce passage de relais entre titulaires des écrivains en résidence de Sciences Po. Je vous propose de commencer cette belle soirée en accueillant notre directeur Mathias Vichra. Bonne soirée. Mes chers amis, en patinage artistique, il y a les figures imposées, les figures libres. Pour moi, ce soir, c'est une figure libre qui me donne beaucoup de joie et je suis vraiment très heureux de pouvoir assurer l'introduction de ce passage de relais. C'est un moment suspendu pour moi, donc pardon d'être un petit peu nombriliste, mais je vous livre la joie que j'ai d'être avec vous. Madame la Présidente, chère Laurence, chère Karine Thuil, cher Mohamed Mbougarsar, cher Frédéric Gros, merci d'assurer l'animation à la fois littéraire et philosophique de notre soirée. Chers professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis. Depuis presque 5 ans, vous le savez, le Centre d'écriture et de rhétorique accompagne les étudiantes et les étudiants dans l'acquisition et le développement de leurs compétences d'expression, écrite ou orale, ainsi que dans leur capacité à faire œuvre de création. Nous fêterons, comme il se doit, ces 5 ans au prochain semestre. Et quand je parle de création, j'insiste sur le mot car il ne s'agit pas d'une transmission d'une forme de théorie artistique, mais bien de pratique artistique. Et c'est l'ambition que nous avons à travers cet atelier d'écriture, à travers cette chaire d'écrivain, mais aussi, évidemment, à travers notre maison des arts et de la création. L'existence de cette chaire d'écrivain, de cette dimension littéraire que nous avons à Sciences Po, rappelle l'importance du langage et des mots pour cheminer, pour trouver sa voie dans un monde ô combien incertain, en perpétuel mouvement. Et les 2 auteurs qui nous font le plaisir d'être là ce soir ont beaucoup de résonance dans leur œuvre sur cette incertitude. Fort de son succès, le Centre d'écriture et de rhétorique est depuis 2023 donc rattaché à la Maison des Arts dont l'ambition est de faire dialoguer les sciences humaines et sociales et les pratiques artistiques. Donc je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce soir pour ce 10e passage de relais entre les titulaires de la chaire d'écrivain en résidence. Je rappelle d'ailleurs à cette occasion que le premier titulaire, Kamel Daoud, nous a fait la joie d'accepter de nous rejoindre à Sciences Po comme enseignant permanent. Peut-être que ça peut donner des idées à certains titulaires pour l'avenir. Chère Karine Thuil, bienvenue à Sciences Po. J'ai eu la joie de partager un moment très littéraire, très intéressant au cours d'une journée chargée avec vous hier. Vous m'avez même transmis un passage de Albertine disparue qui me marque beaucoup et que je vais garder comme un talisman. Merci de la confiance et de l'honneur que vous nous témoignez en ayant accepté de transmettre votre passion pour l'écriture, qui est pour vous, je vous cite, une tentative de comprendre le monde. Ça entre en résonance avec notre raison d'être. À Sciences Po, vous savez, on ramène tout à nous. Notre raison d'être, ce n'est pas simplement comprendre le monde, c'est comprendre son temps pour agir sur le monde. Et d'une certaine manière, il y a aussi cette résonance et cet écho. Vos questionnements sur la responsabilité, sur la place ou sur la position que l'on occupe au sein de notre société contemporaine animent vos différents ouvrages. Après avoir publié votre premier roman, Pour le pire, en 2000, vous publiez notamment Interdit en 2001, Tout sur mon frère en 2003, 12 France en 2007, puis La domination en 2008. En 2016, L'Insouciance, sélectionné pour le prix Goncourt, le prix de l'Académie française et l'Interallié, reçoit le prix Landerneau des lecteurs. En 2019, vous recevez le prix Interallié et le prix Goncourt des lycéens pour votre magnifique roman « Les choses humaines », qui est adapté au cinéma en 2021 par Yvan Attal. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'organiser une projection au cinéma L'Arlequin avec un merveilleux débat qui s'est engagé avec les étudiantes et les étudiants, à la fois autour de l'œuvre, mais aussi autour du thème du consentement. Et c'était une soirée, je l'avoue, assez inoubliable. Je faisais mes premiers jours comme directeur et ça m'a donné encore plus envie de poursuivre cette mission parce que je me suis dit qu'il y avait de l'art, de la littérature et de la fiction aussi dans cette tâche. En 2022, vous publiez La Décision, en cours d'adaptation au cinéma, magnifique roman que je recommande avec, évidemment je ne vais pas spoiler, mais avec une tension narrative et un dénouement assez inattendu. En 2023, vous retrouvez la tradition poétique hébraïque en publiant un recueil de poèmes, Kaddish pour un amour.
C'est d'ailleurs par la poésie que vous étiez entré en écriture, et celle-ci vous permet de retrouver le mot comme matériau brut, parce qu'elle donne à l'entendre pour lui-même, sans le truchement de la narration ou de la fiction. Et d'ailleurs, vous deviez, en réalité, c'était plus de la nécessité qu'un hasard, être parmi nous à Sciences Po. Car dans votre recueil, Kaddish pour un amour, il y a un poème qui s'appelle « L'arbre de Judée ». Et vous savez que juste là, à votre gauche, il y a un arbre de Judée. Donc quand je parlais de nécessité, plus que de hasard, vous voyez à quoi je faisais référence. Votre œuvre, à la fois riche et forte, d'une grande cohérence, fait ainsi voir le monde dans toute sa complexité. Un monde particulièrement trouble et ambigu, au sein duquel il n'est pas aisé de démêler le faux du vrai, tant il est traversé et travaillé par des tensions et des fractures individuelles comme collectives. Fondé sur un travail approfondi d'enquête et sur un sens de l'observation à nul autre pareil, mais aussi, et c'est important, sur une liberté totale, vos romans assument résolument la faille, pour ne pas dire les prémices de l'effondrement. Là où l'on serait tenté de vouloir fabriquer une vérité absolue aux allures de réassurance pour notre société contemporaine en crise, ou comme vous le dites parfois, pour nos sociétés en guerre. Votre écriture est vertigineuse. Elle est vertigineuse au sens où Kundera définissait le vertige. C'est autre chose, le vertige, que la peur de tomber. C'est la voie du vide au-dessous de nous qui nous attire et nous envoûte. La fiction pour transformer le réel, mais aussi pour transmettre. Je crois que cette notion de transmission vous habite. Et j'ai d'ailleurs ouï dire que, enfant, quand vous vous rendiez à la bibliothèque municipale avec votre mère, vous choisissiez en commun des livres, elle les lisait d'abord et elle vous les transmettait ensuite. Cet échange et ce dialogue sont précisément au cœur des 2 ateliers d'écriture que vous dispenserez ce semestre et qui prennent pour thématique ces enjeux qui vous sont chers. Le premier atelier s'intitule en effet « La littérature du réel et l'écriture du fait divers dans la fiction et la non-fiction ». Vous le savez, Lacan disait « Le réel, c'est quand on se cogne ». Eh bien, votre littérature frappe par sa justesse et par sa beauté. Et le second, écrire la société contemporaine. Vous interviendrez également dans le cours d'humanité politique dispensé par notre ami Frédéric Gros, ainsi qu'à l'école de droit et dans l'un de nos campus. Ce semestre s'annonce donc particulièrement passionnant, et je me réjouis d'entendre dans un instant votre propos inaugural que vous avez choisi d'intituler « La littérature, force de changement social ». Ce propos inaugural sera suivi d'un échange avec celui qui vous a précédé, chère Karine Thuil, et auquel je souhaite à présent m'adresser. Cher Mohamed Mbougarsar, le moment est venu pour moi de vous remercier très, très, très chaleureusement de votre engagement, de tout ce que vous avez partagé avec les étudiantes, les étudiants, avec nos partenaires, avec les différentes communautés de Sciences Po. Je dois dire que je vous ai écouté à la leçon inaugurale à Reims, sur le campus de Reims. C'était lumineux. J'ai écouté aussi, et j'y reviendrai, votre passage de relais il y a maintenant 1 an, et votre sagesse, votre humour, vos lectures constituent pour vous le point de départ de l'écriture, votre rapport intime et personnel au temps et à la mémoire. Et j'ai aimé aussi, dans le passage de relais il y a 1 an, quant à la question de savoir si vous deviez choisir entre être auteur ou lecteur, vous avez tout de suite, tout de go, répondu « Je préfère définitivement être un simple lecteur ». Outre vos ateliers sur le campus de Paris, vous vous êtes rendu à Nancy, vous avez rencontré des étudiants de Sciences Po dans un cours d'humanité dispensé par Julie André, que je salue au passage, mais aussi des lycéens du lycée Chopin. Vous avez aussi réalisé un podcast, et je vous en remercie, car c'est une manière pour nous aussi de diffuser au-delà des frontières du 7e arrondissement ce qui se passe à Sciences Po. J'invite le public à découvrir les productions de vos étudiants, car vous le savez, nous avons des distributeurs d'histoires courtes, donc que vous ayez 1, 3 ou 5 minutes devant vous, vous pouvez trouver, soit au 27 rue Saint-Guillaume, soit sur le campus de Saint-Thomas, ces distributeurs d'histoires courtes que je vous invite à utiliser. Nous vous remercions, cher Mohamed, pour votre générosité dans le partage et les inspirations que vous avez semées. Chacune et chacun d'entre nous gardera ainsi longtemps trace, ou pour le dire avec un mot qui vous est cher, mémoire, de votre passage à Sciences Po. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans la suite de votre parcours et sachez que vous serez toujours, toujours le bienvenu dans nos murs. Si jamais, comme Kamel Daoud, vous souhaitez rejoindre à un moment le corps d'enseignants de Sciences Po. Et j'aime à garder,
fait une confession intime, j'aime à garder avec moi une phrase essentielle et même existentielle de votre livre « La plus secrète mémoire des hommes ». Le hasard n'est qu'un destin qui s'ignore, un destin écrit à l'encre invisible. Pour finir, j'aimerais évidemment remercier nos anciens titulaires de la chaire d'écrivain en résidence, le comité de sélection des titulaires, nos partenaires et donateurs, l'Institut de France, la Fondation Simone et Cino Del Duca, ici représentés par Camille Bouvier et Morgane Languille, Céline Fribourg et Karen Rébier, que je remercie de leur présence ce soir, qui sont nos fidèles, parmi les fidèles sur cette chaire d'écrivain. Je remercie également évidemment les équipes de Sciences Po qui œuvrent au quotidien aux activités de la Maison des Arts et de la Création. Il y a toute une série d'événements, je vous invite à le suivre parce qu'il y a beaucoup de choses aussi dans le domaine du cinéma, des arts visuels, de la danse aussi, et il y a une chorégraphie qui se prépare et je vous invite à suivre cela. Je remercie enfin le service audiovisuel qui a permis évidemment la captation de cet événement, ainsi que nos ambassadrices de la Maison des Arts et de la Création, Luna Fatoumi Pio et Charlotte Mallet, qui dans quelques instants feront résonner quelques extraits de l'œuvre de Karine Thuil. Cette rentrée littéraire ne serait rien sans la présence de Frédéric Gros. Merci, cher Frédéric, pour ta présence ce soir. Et ce soir, contrairement à ce qu'écrivait Verlaine, ce ne sera pas de la musique avant toute chose, mais de la littérature avant toute chose. Je vous remercie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour assister donc à ce passage de relais, passage de transmission. Je me permets aussitôt de préciser, mais je pense que vous l'avez déjà largement deviné, que je ne suis pas Ali Badou. Je le remplace sans doute très désavantageusement pour vous ce soir, puisque je me risque à sa place à jouer ce rôle de modérateur qu'il sait si bien remplir, mais il a dû se rendre au Maroc après les terribles événements qui ont, j'allais dire endolori, plutôt même traumatisé ce pays, et je renouvelle ici l'expression que notre directeur a déjà donnée, l'expression de la solidarité vraiment sincère, encore une fois, et entière de notre communauté face à ce drame. Je reprends maintenant le fil. Depuis quelques années, Sciences Po s'honore dans le cadre de ce qui désormais s'appelle la Maison des Arts, s'honore donc de recevoir en résidence des écrivaines et des écrivains, et c'est ainsi que s'est constitué quelque chose comme ce qu'on pourrait appeler une chaîne de la littérature dans toutes ses dimensions, d'ailleurs théâtre, roman, poésie, peut-être plus simplement encore chaîne du sens, ce sens qui éclaire, anime, inquiète nos existences, et que vos livres, chère Karine et cher Mohamed, eh bien vos livres contribuent à co-construire. Et donc simplement ce soir, je vous convie, nous sommes conviés au tressage de cette chaîne entre deux maillons, entre Mohamed Mbougar Sarr, qui nous a éblouis il y a 2 ans, je crois, oui, il y a 2 ans, avec sa plus secrète mémoire des hommes, roman monde, roman époustouflant, vertigineux, et Karine Thuil, qui lui succède comme autre maillon. Je me permets simplement de citer, ça a déjà été fait, le titre au moins de ses 2 derniers romans, titre dont la sobriété est à peu près proportionnelle à leur intensité, la décision et les choses humaines, romans qui portent à chaque fois sur ce qu'on pourrait appeler le nouage à la fois nécessaire, inéluctable et toujours impossible, ce nouage entre la complication du monde extérieur, avec évidemment ses règles, ses appareils, et la complexité de l'expérience intérieure, peuplée largement, en tout cas dans les romans de Karine Thuil, mais aussi dans la vie, peuplée beaucoup
d'incertitudes et de fantômes. Mais comme évidemment, face à des magiciens des mots, des sorciers du discours comme celui et celle qui nous font la grâce de leur présence, il est difficile de tenir trop longtemps dans la prise de discours. Je vais pas aussitôt céder la parole à Karine Thuil, qui va donc nous présenter ce soir une définition ou un sentiment de la littérature, force du changement social. Je vais d'abord vous laisser peut-être la parole, Louana Fatoumi-Piot et Charlotte Mallet, pour faire résonner eh bien, ces deux écritures dans notre amphi, parce que c'est vrai que cette littérature qui souvent se consomme de manière silencieuse, il est important aussi de la partager et de la faire vibrer pour toute une communauté. Je vous invite donc à me rejoindre ici. Bonsoir. Le premier extrait vient de l'ouvrage La Décision, paru en 2022. Dans le cadre de mes fonctions de juge antiterroriste, j'ai pris une décision qui m'a semblé juste, mais qui a eu des conséquences dramatiques. Pour moi, ma famille, pour mon pays. Peut-être que l'écriture est devenue ma zone de sécurité, la seule façon de rendre ma vie supportable, de décrire une réalité que je ne pouvais pas affronter sans souffrir. Dans une lettre à Vita Sackville-West, Virginia Woolf a noté ceci. « Je crois que l'essentiel, lorsqu'on commence un roman, est d'avoir l'impression non pas que l'on est capable de l'écrire, mais qu'il est là, qu'il existe de l'autre côté d'un gouffre, que les mots sont impuissants à franchir, qu'on ne pourra en venir à bout qu'au prix d'une angoisse à perdre haleine. Un roman doit apparaître avant qu'on ne commence à l'écrire, comme quelque chose précisément qu'on ne peut pas écrire. » Les choses humaines, 2019. On était souvent déçus par la vie, par soi, par les autres. On pouvait tenter d'être positif. Quelqu'un finissait par vous cracher sa négativité au visage. Ça s'annulait. On crevait de cet équilibre médiocre, mais lentement, par à coup, avec des pauses lénifiantes qui proposaient une brève euphorie, une gratification quelconque. L'amour, le sexe, des fulgurances, l'assurance d'être vivant. C'était dans l'ordre des choses. On naissait, on mourait. Entre les deux, avec un peu de chance, on aimait, on était aimé. Cela ne durait pas. Tôt ou tard, on finissait par être remplacé. Il n'y avait pas à se révolter. C'était le cours invariable des choses humaines. Extrait de Tout sur mon frère, paru en 2003. Tous les objets ont une histoire. Certains sont nommément désignés, ornés d'une marque, d'une étiquette indiquant leur lieu de fabrication. D'autres nous apparaissent comme de parfaits anonymes. Ce sont des objets trouvés dans la rue, simples barrettes, portefeuilles, écharpes, égarés par inadvertance ou jetés délibérément. Canapés sur lesquels tant de corps se sont lovés, tables allongées devenues inutiles, vêtements étriqués, élimés. Mais il existe aussi une autre catégorie, les objets personnels, ceux qui évoquent des souvenirs, qui nous rattachent à des êtres que nous avons aimés. Ceux-là, j'ai toujours préféré les fuir ou les détruire. Et voilà que l'un d'entre eux réapparaissait. Extrait de La Décision, 2022. On attend tout de l'existence. On peut se soumettre aux lois du hasard, affirmer sa liberté et se rebeller contre ces revirements tragiques.
On peut ployer sous les déterminismes ou tenter d'échapper à soi, mais c'est toujours dans l'adversité que la vérité se manifeste. Car vivre n'est qu'osciller entre des fulgurances contraires, l'amour et la déception, l'espérance et le renoncement, le bonheur et l'épreuve. On se trompe tout le temps. Où est la vérité? Où est le mensonge? La relation humaine n'offre aucun mode d'emploi. On n'a pas de grille de lecture. On tâtonne. Ce n'est parfois que du ressenti. On s'appuie sur le lien qu'on a été capable de créer, nos propres convictions, notre instinct, qui souvent nous trahit. Et on aura beau se fier à des éléments cohérents, chercher à tout maîtriser, il y aura toujours une part d'incertitude, une marge d'erreur. Quoi qu'on fasse, l'individu reste une énigme aux autres et à lui-même. On ne sait jamais qui on a en face de soi. Merci pour cette belle lecture. J'invite maintenant Karine Thuil à présenter son. Merci. Oui, c'est bien, ça va? Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Je suis très émue d'être ici, heureuse bien sûr, et honorée d'être la titulaire de la chaire d'écrivain en résidence de Sciences Po cette année et de succéder à Mohamed Mbougarsar, dont j'admire l'engagement littéraire. Je pense aussi bien sûr à ceux qui l'ont précédé. J'aime cette idée d'une continuité, d'une complicité entre écrivains. Dans votre roman publié en 2021, La plus secrète mémoire des hommes, vous écrivez, cher Mohamed, qu'on ne réussit jamais en littérature. Ironie du destin, vous obtiendrez le prix Goncourt cette année-là. Mais vous avez raison, l'écriture est l'apprentissage quotidien de la perte. On échoue tout le temps, mais avec ambition. Et parfois, par une sorte de miracle, comme celui que vous avez accompli, le fond et la forme trouvent une alliance inédite. C'est ce qui s'appelle la littérature. Voilà pourquoi nous sommes tous réunis ici aujourd'hui, célébrer la littérature, la dernière poche de résistance dans un monde qui plie. Nous l'explorons chaque semaine avec mes étudiants que je remercie d'être si investis à chaque cours. Je vais leur confier quelque chose. Grâce à eux, j'ai découvert que j'adorais enseigner. Je crois à l'énergie collective, à la nécessité impérieuse de la transmission, et je suis fière d'avoir l'opportunité de les amener à révéler le meilleur d'eux-mêmes, et peut-être pour certains d'entre eux, à poursuivre dans la voie de l'écriture. Je vous remercie donc, cher Mathias Vichra, de m'accueillir ici, de me donner cette opportunité exceptionnelle de partager un savoir, et peut-être même un artisanat, et de contribuer à participer à la vitalité démocratique à laquelle nous sommes tous attachés. Je souhaiterais aussi exprimer toute ma gratitude à Delphine Grouès, qui m'a proposé d'animer cette chaire, ainsi qu'à tout le Centre d'écriture et de rhétorique, et en particulier Esther Rogan et Pommeline Tosia. Je ne sais pas si mes éditeurs sont dans la salle, mais j'ai quand même voulu les remercier. Je crois qu'ils sont là. Je voudrais leur dire toute mon amitié et mon estime, ainsi qu'à tous les membres de la Maison Gallimard. Je sais qu'il y en a. Mon éditrice est là, Karina aussi, voilà. Ainsi que tous les membres de cette maison que j'aime, les éditions Gallimard, et peut-être, je crois qu'ils sont parmi nous, en tout cas, Kalmen Yaya est parmi nous. Avant tout, je voudrais dire un mot sur ce que Sciences Po symbolise pour moi. Je ne suis pas une ancienne élève, mais je peux affirmer que je le suis de cœur. Il y a un rapport quasi mythologique à Sciences Po dans ma famille, qui est lié à ce que l'on appelle communément l'accès à la connaissance comme outil d'intégration sociale. Mes parents sont des juifs immigrés tunisiens. Mon grand-père paternel, journaliste, est mort quelques mois avant leur départ pour la France. Ma grand-mère s'est retrouvée veuve à 40 ans avec 5 enfants à charge.
Mon père a travaillé pour que ses plus jeunes frères et sœurs puissent poursuivre leurs études à Paris. Et parmi ses frères, l'un d'eux a été admis à Sciences Po. C'était la fierté de mon père. J'ai donc toujours perçu cette école comme l'alliance de l'exigence intellectuelle et de l'égalité, un lieu d'incarnation sociale, puisque je découvrais que non seulement on pouvait y gagner sa place quand on n'était pas un héritier, pour reprendre le terme de Bourdieu, mais qu'il était également possible d'y déployer ses talents, tout en conservant sa singularité. Être là aujourd'hui, c'est rappeler que l'on ne peut s'élever que dans un cadre valorisant et stimulant, car on ne peut pas réussir seul. On s'épanouit parce que l'on est guidé, entouré affectivement, nourri intellectuellement. Sciences Po l'a bien compris en créant cette chaire d'écrivains en résidence et en donnant l'opportunité à des écrivains de permettre à des talents de se révéler, de rappeler que l'on peut tout demander à la littérature, tout exiger de la langue. Nous avons le pouvoir puisque nous avons les mots, les outils de nos ambitions. Ils sont là, accessibles à tous. Ils nous offrent la possibilité du changement sans injonction à la performance. Je dois tout à la littérature. Quand j'étais enfant, ma mère me donnait à lire des textes à forte charge politique et sociale, parfois même des textes transgressifs, et j'ai compris que je trouverais dans les livres l'espace de cette liberté, qu'il serait aussi un moyen d'affirmation. Je crois que c'est une question que nous nous posons tous à un moment de notre vie. Quelle est ma place dans le monde ? Écrire n'est qu'une façon d'y répondre. Ma place, je l'ai trouvée dans la solitude de mon bureau, seule à ma table. L'écriture est l'expérience du retrait, une école de l'humilité qui semblait être le prolongement naturel d'une inclination familiale à la discrétion. Je me souviens que mes parents avaient toujours peur de déranger. Cette modestie masquait évidemment les douleurs de l'exil et cette vulnérabilité ontologique de tous ceux dont l'histoire est marquée par un déplacement géographique. Nous étions assignés, pensait-il, sans doute inconsciemment, à une forme de réserve qui prenait parfois celle de l'effacement. Or, je crois que le rôle d'un écrivain, c'est précisément de faire du bruit, de déranger, de déstabiliser. Je l'ai dit à mes étudiants dès le premier cours, citant le romancier américain Philip Roth, « La retenue n'est pas faite pour les romanciers, pas plus que la honte. » L'écrivain doit être cet agitateur social, ce fauteur de troubles, imprévisible, conflictuel. Il n'y a pas de démocratie sans débat et pas de littérature sans conflit. La littérature n'est qu'une des formes de l'expression démocratique, mais c'est aussi par elle que nos libertés sont garanties, que nos droits sont protégés, droit d'écrire tout ce qui ne peut plus être dit. Car écrire, c'est faire l'expérience irréductible de l'altérité et penser contre soi-même. Vous l'aurez compris, je crois en la littérature comme force de changement social. Nous sommes les produits de nos rencontres et de nos lectures. On n'a pas de mode d'emploi dans la vie. L'autre reste toujours un mystère et une étrangeté. Le plus souvent, on tâtonne et la littérature nous offre une grille de compréhension du monde. J'écris pour comprendre, et accessoirement comme Roland Barthes pour être aimé. Je ne serais pas l'écrivain que je suis devenu sans mes lectures, sans Simone de Beauvoir, Camus, Faulkner, Didion, Césaire, Blanchot, Aragon, Alexievitch, Saviano et tant d'autres. Vous constaterez que je ne dis pas écrivaine, car comme Nathalie Sarraute, je considère que je ne suis ni homme ni femme quand j'écris. Lire, écrire, c'est sortir de sa zone de confort. Les œuvres, et les livres en particulier, peuvent changer notre regard sur la société et y apporter des évolutions majeures. Non, je ne surestime pas les capacités de la littérature à absorber les flux du monde. Je connais ses limites, mais je ne connais pas plus grand pouvoir. Je l'ai vu sur le terrain, partout en France, en rencontrant des lycéens en classe, des lecteurs en librairie et en médiathèque, des étudiants de tous les univers et même à l'étranger. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur l'espace judiciaire qui révèle de manière assez juste les dysfonctionnements de notre société. On dit que la mission du juge, c'est la manifestation de la vérité. Je crois que l'écrivain a la même. Faire en sorte que la vérité des êtres, à une époque et dans un lieu donné, choisi par lui, se manifeste dans ses livres, de façon à ce que son lecteur y trouve un écho à ses propres interrogations, à sa propre vie. Les plus grandes œuvres ont une portée sociale et politique, je dirais presque malgré elles. Elles interrogent le déploiement du monde, ses errances,
sa collusion avec le mal et l'arbitraire, et ceci sans intention, car les romans ne délivrent aucun message. Ils n'ont d'autre ambition que de faire entendre une voix, une langue, un univers, une géographie sociale et intime qui dit la fragilité de la condition humaine. C'est pourquoi je crois qu'un livre doit être dangereux, nous ébranler par son fond et par sa forme, saisir quelque chose de notre époque et nous amener, sinon à évoluer, du moins à penser cette évolution. Je pourrais dire à penser une révolution possible. Introspection, observation, restitution, le triptyque qui mène à la transformation. Les mots sont des pistolets chargés, disait Sartre, et j'ajouterais qu'il faut viser juste et savoir tirer. La littérature porte en elle les ressorts les plus puissants de la transformation sociale. Elle nous élève, nous place du côté de la résistance, du refus. C'est ce qui dit non en nous. Non à la dévastation du monde, à l'indifférence, à l'injustice, à l'oppression, à la barbarie, au capitalisme agressif, aux inégalités. La possibilité de dire non, c'est refuser les déterminismes, les carcans et les assignations à résidence. C'est rester un être libre et debout. Tous ensemble, ici, nous sommes armés. Contre l'injustice, nous avons les mots et nous avons le droit. Écrire est un mode de défense, une technique de combat. C'est aussi l'art de l'ambiguïté et de la nuance. Ne vous fiez jamais à ce que vous voyez. La réalité est toujours plus complexe. Voilà pourquoi la littérature est politique. Elle porte en elle une charge subversive et sociale. Un seul texte a le pouvoir de transformer de manière significative des éléments constitutifs de nos sociétés, notre rapport au monde, notre vision du pouvoir ou des relations interhumaines. Il n'est pas utopique de croire que l'on peut changer la société avec nos mots, car la littérature est traversée par les menaces qui nous guettent. Elle révèle à la fois nos pires angoisses, mais accorde aussi les moyens de les contrôler. Elle désigne les faits tels qu'ils sont, dans toute leur complexité. Nommer, c'est faire exister par le langage, c'est révéler. Il y a toujours une force de changement dans la révélation. On l'a vu ces dernières années avec la publication de livres qui ont permis de faire évoluer le débat et même les lois sur les violences sexuelles, notamment. Dans un texte intitulé « Le crime » et rédigé en 1978, en marge du procès d'Aix-en-Provence, qui allait entraîner une modification de la loi sur le viol, l'avocate Gisèle Halimi, parlant des victimes, écrit ceci. « Par leur courage et leur refus d'accepter l'inacceptable, elles nous entraînent au seul changement qui supprimera le crime, celui des mentalités. » Voilà, tout est dit. La littérature peut changer les mentalités. Tous ensemble, en lisant, en écrivant, en confrontant nos points de vue, nous avons le pouvoir de faire évoluer la société vers plus de justice et d'égalité. Car la littérature, c'est la liberté au service de la liberté. Merci à tous. Merci beaucoup, et Karine. Merci à Frédéric Gros de mener cet entretien. Non, c'est moi qui suis vraiment honoré. Je vais demander à Mohamed de nous rejoindre. Merci à tous les deux. Alors, ma charge est à la fois écrasante et légère, puisqu'il s'agit d'abord de vous donner la parole, mais je pense et j'imagine, après avoir entendu cet éloge finalement assez courageux de la littérature comme, à la fois comme résistance et aussi comme expérience de la perte. J'ai entendu aussi ce qui était dit au début, comme en tout cas ce qui nous ferait désobéir, ce qui fait qu'effectivement la littérature est ce qui nous apprend à ne pas accepter le monde tel qu'il est. Je voulais tout d'abord demander peut-être à Mohamed de réagir à ce qu'il a entendu, tout simplement.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'être là, de revenir là, et d'autant plus heureux que la personne qui me remplace, donc Karine Thuil, vient de me convaincre finalement, ou de me reconvaincre une nouvelle fois que ce choix d'écrire était peut-être fondé. Donc merci de m'avoir redonné des forces aujourd'hui, spirituelles et morales, parce que je crois simplement que ce que je viens d'entendre est une formidable profession de foi en la littérature, en ses possibilités, et elle est d'autant plus belle qu'elle est fondée sur la lucidité, donc sur l'idée que tout en ayant énormément de pouvoir, elle se heurte toujours à quelque chose qui est l'urgence du monde, qui est difficile à démêler et qu'on exprime en tâtonnant. J'ai beaucoup aimé dans cet exposé l'idée du tâtonnement, de la difficulté, qui est finalement, qui ne fait écho qu'à la grande difficulté que chaque écrivain, je pense, éprouve en essayant d'écrire des phrases. Une phrase après l'autre s'écrit dans le tâtonnement et le monde se comprend d'une seconde en l'autre dans un mélange très étrange de lucidité, mais aussi d'aveuglement. Et je crois que c'est tout ce que Karine Thuil vient d'exprimer ici. Et je n'ai rien d'autre à ajouter finalement à tout ce qu'elle vient de dire. Donc merci. Très bien. Merci. C'est vrai que ce qui était frappant dans votre présentation, en tout cas à un moment de votre présentation, c'est la manière dont vous avez tenté de conjuguer à chaque fois quelque chose comme ce qu'on pourrait appeler quand même la prétention de la littérature ou l'ambition de la littérature, c'est-à-dire cette manière finalement, oui, ce qu'on appelle changer le monde, faire bouger les mentalités, ne pas accepter ce qui est donné. Et cette posture, en même temps de provocation et d'appel au dérangement, devait à chaque fois s'accompagner d'une énorme humilité. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce couplage qui, je crois, ne va pas de soi. En tout cas, cette idée que la littérature et la force de la littérature se mesurerait à une ambition qui demeure tout à fait humble, c'est-à-dire à la fois consciente de ses limites et en même temps consciente de son appel et de l'appel d'où il vient. Est-ce que tous les deux, vous êtes justement sur cette espèce de doublet En fait, on est toujours un débutant en littérature. On travaille avec un matériau, le mot, qui est impalpable, on est seul. Et donc, chaque livre est une expérience du découragement, avec toujours beaucoup d'ambition, mais c'est quand même une expérience quotidienne de la défaite et du découragement. C'est pour ça que je dis que c'est une école de l'humilité, parce que concrètement, on a un artisan, par exemple, qui travaille le bois, il a son matériau. Nous, ça reste quelque chose de tellement impalpable. Et puis, il y a toujours un très grand contraste entre votre ambition de départ, ce que vous voulez écrire, et le résultat, et ce que vous parvenez à écrire. Et parfois, vous partez avec un très grand enthousiasme, vous avez un désir de raconter quelque chose. D'ailleurs, je crois qu'on ne part jamais d'un sujet. C'est absurde parce que la littérature, c'est avant tout trouver cette musicalité des mots, c'est trouver cet univers, et c'est quelque chose de très mystérieux, de très énigmatique. Et à chaque livre, on fait cette expérience de ce mystère qui est lié à l'écriture. Il n'y a pas de confiance possible en littérature, il me semble. Mais en même temps, ce que vous semblez dire et reconnaître tous les deux, c'est que la responsabilité de l'écrivain n'est pas seulement la responsabilité de son style et de la production d'une certaine beauté littéraire, mais il y a aussi une manière de répondre et de s'engager par rapport à un certain nombre de défis qui sont des défis du monde actuel. C'est-à-dire qu'au fond, écrire, ça n'est pas seulement, puisqu'on parlait de transmission et de relais, de devenir après une longue chaîne d'écrivains qu'on a pu admirer le dernier maillon et de tenter d'avoir
autant de styles mais c'est aussi répondre à une certaine provocation que constituent les injustices du monde, les inégalités, je reprends vos propres mots, c'est-à-dire une réponse à l'intolérable. Je ne sais pas si... Alors, oui, la grande difficulté, à mon avis, c'est que l'interpellation, la provocation du monde ne suffit pas toujours. C'est-à-dire que si la provocation du monde doit susciter chez nous une sorte de réponse immédiate à des faits ou à des situations du monde ou à des urgences du monde, ça ne suffirait pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne suffit pas d'être indigné pour écrire un bon livre, qu'il ne suffit pas d'être habité par des idées les plus vertueuses qui soient pour que votre phrase soit réussie. Il faut autre chose, nécessairement. Et cette autre chose-là n'est que ce que je pense être une sorte de politique de la forme, ou presque de morale de la forme. Il y a un cinéaste célèbre qui disait qu'il y a une morale du regard, qu'il y a une morale du travelling. Je pense de la même manière qu'il y a une morale de la phrase, qu'il y a une politique de la phrase, et que la force de subversion politique de ce qu'on écrit doit nécessairement jaillir de la forme, et de la forme d'abord. Et c'est précisément parce que vous réussissez une forme que vous réussissez précisément à toucher quelque chose du monde aussi. Bien sûr, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Et cette forme, elle est essentielle. Cette forme, c'est la voix même de l'écrivain. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu 2 cours avec des étudiants et c'est ce que j'essaye de leur transmettre. Je leur dis, je vais essayer de vous aider à trouver votre propre voix. Et cette voix, que vous soyez écrivain ou non, vous sera utile toute votre vie. Et ça se travaille, c'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir cette capacité à chercher en soi-même son propre univers, et ça exige une certaine mise en condition. Et puis, il faut être capable, après, de déployer cette langue, de lire à haute voix. Donc, on a des exercices où on lit à haute voix, et c'est vrai que quand on lit à haute voix, les personnalités, les singularités de chacun se manifestent de manière sidérante. Et c'est vrai que... il n'y a jamais d'intention, en fait, quand on écrit, il n'y a pas d'intention, je crois, politique. C'est, comme l'a très bien dit Mohamed, c'est avant tout un univers, un style, une langue, une forme. Et puis, cette forme impose son sujet. On est porté, après, par quelque chose qui nous constitue profondément. Et il y a aussi une diversité d'écrivains. Il y a des écrivains dont l'écriture ne va pas forcément passer par cet engagement politique-là. Je veux dire, on est tous très, très différents. Pour moi, ça passe par cette forme d'engagement, de par aussi mon histoire personnelle. Mais je pense que chaque écrivain a son univers, a sa singularité, a sa particularité et sa richesse. Il y a toujours quelque chose qui m'a lorsque j'écris ou que je lis surtout, c'est que je suis tout le temps, je ne sais pas ce que vous allez en penser, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours dans ce paradoxe entre, d'une part, les urgences du monde et la nécessité, parce que, et vous l'avez parfaitement rappelé dans votre leçon, la littérature et l'esthétique et sociale. Il ne faut pas tomber dans le piège de découpler la littérature et le monde, parce que la littérature, elle est dans le monde, elle a quelque chose à dire du monde, elle part du monde, elle parle depuis le monde, donc on ne peut pas les séparer. Donc d'une part, il y a cette urgence-là d'un monde dans lequel la littérature est, et d'autre part, il y a la question du temps, qui est celui de l'écriture, qui est celui que nous prenons pour mûrir une phrase, pour évidemment l'effacer immédiatement qu'elle est prête, pour en essayer une autre dont on se rend compte qu'elle est pire que la précédente, etc., etc. C'est vraiment ce paradoxe-là qui me frappe toujours, de se dire, il y a d'une part l'appel du monde, et d'autre part, il y a ce que les Grecs disaient au sujet de la philosophie, mais qu'on peut appliquer à la littérature, que la chouette de Minerve s'envole toujours au point du jour. Donc, d'une certaine manière, on est toujours en retard d'une urgence, on est toujours en retard quasiment d'une phrase sur le monde. Et pourtant, ça fonctionne. Et ça, c'est un mystère qui m'a toujours travaillé. Mais c'est peut-être ça, finalement, la véritable force ou le secret de la littérature, s'il
s'il y en a un. Et je voudrais vraiment que vous qui avez écrit sur des choses extrêmement, à la fois très contemporaines, donc qui sont là, ce sont des questions très, très présentes chez nous, comment est-ce que vous arrivez à... Vous voyez, je prends votre place. Oui, mais je vois bien... ça me convient tout à fait. C'était l'idée. Nous avons eu un petit contrat avant de monter sur scène. Donc, non, je voudrais vraiment... Comment est-ce que vous faites avec à la fois l'urgence et puis finalement l'urgence de l'écriture, mais qui est toujours en retard par rapport à la première? Ce rapport au temps est est central dans l'écriture. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on s'investit dans un... Moi, je suis toujours étonnée quand on me demande quand est-ce que sera publié ton livre. Mais en fait, je ne sais pas. Je ne sais jamais. On commence, on est totalement perdu, on avance dans l'obscurité totale, on n'a pas, l'univers se dessine peu à peu. Enfin, c'est vraiment un mystère très, très présent au quotidien. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est si difficile de parler aussi du processus même de l'écriture, puisque chaque livre impose son propre processus, son propre temps, son propre rapport au temps. Et par exemple, il m'est arrivé effectivement d'être passionnée par un sujet, de commencer à m'intéresser à ce sujet dans l'espoir éventuel d'écrire un livre et de ne pas en être capable. Et d'autres fois d'être littéralement investi par une langue qui semble venue comme de nulle part, et le livre s'impose de lui-même. Pendant longtemps, je n'osais pas le dire, mais j'ai entendu d'autres écrivains le dire, donc maintenant j'ai plus de facilité à l'admettre. Mais parfois, on a des univers de langue et des univers romanesques qui s'imposent presque malgré nous. Moi, je me souviens notamment de mon deuxième livre. J'avais écrit les premières lignes un peu, de manière comme ça, non réfléchie. Et en les relisant, je me disais, mais je ne peux absolument pas publier ça comme deuxième texte, c'est suicidaire. Donc il y a aussi ce rapport au risque, au danger, à l'incertitude quand on écrit, qui rend toute tentative d'explication vaine. Et en même temps, dans ce qui a été lu par les étudiantes, il y a cette phrase qui revenait de Virginia Woolf, je crois, et qui consistait à dire quelque part, le livre est là, d'une présence un peu fantomatique, et au fond, le déclenchement du processus d'écriture vient de cette présence. Quelque part, le livre existe déjà. Comment est-ce que vous, par rapport à l'écriture, pour chacune et chacun de vos livres, comment cette existence a joué, ou quelque part, la plus secrète mémoire des hommes, où la décision était déjà là quelque part avant même d'être écrite? Je crois, mais sans arriver à pouvoir l'expliquer. Mais il me semble que lire de la physique, la science, est tout à fait intéressante à ce sujet. La physique, parfois même quantique. Enfin, je pense qu'il se peut que les livres nous attendent, qu'ils soient déjà prêts, en réalité, et qu'ils attendent simplement un agent qui leur donne une forme. Et parfois, ça passe par quelqu'un, un individu, que cet individu s'appelle Karine Thuil ou Mohamed Bougarsar. Est-ce un hasard ou une nécessité? C'est la question. Mais je pense qu'ils sont là et qu'ils attendent simplement qu'on les rejoigne. En tout cas, j'ai souvent eu cette impression-là avec mes livres, et particulièrement avec La plus secrète mémoire des hommes, qu'il attendait que je le rejoigne. Mais c'est peut-être ce sentiment-là que l'on appelle la nécessité, finalement, et qui doit, je pense, présider à toute écriture. Ce sentiment de nécessité, ou ce qu'on appelle l'urgence, ou le sentiment de ne pas pouvoir faire autrement, je pense, vient aussi de ce que les livres sont toujours devant nous, non pas parce qu'on va les écrire, mais parce qu'ils nous ont déjà précédés. Je pense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et d'ailleurs, il y a un livre que je vous recommande de Jean-Philippe Toussaint qui s'appelle « L'urgence et la patience » sur le travail de l'écrivain.
Et c'est exactement ça, hein. À la fois cette nécessité impérieuse, cette urgence et cette patience, parce qu'on ne sait jamais quand le livre va enfin se révéler, se donner. Ça peut prendre une vie, on peut travailler une vie sur un roman. On ne peut jamais savoir à l'avance ce qui va advenir du livre. Parfois, on a 30 pages et puis ces 30 pages n'aboutiront à rien. Et ça, c'est aussi ce qui rend ce métier extrêmement difficile et crée aussi un climat, enfin, pour ma part en tout cas, d'insécurité permanente. Parce que rien n'est stable quand on écrit. Tout est mouvant, tout est sombre. Et je pense que les gens n'en ont pas vraiment conscience à quel point, de l'extérieur, ça paraît toujours extrêmement gratifiant. Mais pour avoir beaucoup de discussions avec des amis écrivains, nous savons, nous, à quel point c'est une activité qui insécurise. Et cette idée que vous avez exprimée dans cette leçon, ou après, je me souviens plus, la manière dont vous dites, au fond, j'ai travaillé pas mal avec l'espace judiciaire, je pense à la décision, je pense aussi évidemment aux choses humaines, et c'est vrai que les juges, assez vite, vous diront que leur travail est celui d'une manifestation de la vérité. Et vous dites, au fond, je fais la même chose, mais autrement, ou autre chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette vérité qui, par la fiction, pour vous, doit passer? Pour moi, c'est une forme de connaissance des êtres. Et d'ailleurs, j'ai adoré cette incursion dans le monde judiciaire et je continue à y aller. Et je pense que je vais même emmener les étudiants à l'audience parce que là-bas, on comprend vraiment ce qu'est la complexité des êtres. C'est vraiment l'endroit par excellence où on comprend. Et ça m'a énormément aidée dans mon travail de romancière parce que parfois, on a une vision, même quand on est romancier, on peut avoir une vision un peu binaire de la condition humaine, de la nature humaine. Et en rencontrant des juges, des avocats, en allant à l'audience, en écoutant des personnes qui ont commis des crimes, on a accès à la vulnérabilité humaine. Et on comprend finalement que ce qui caractérise tous les êtres humains, c'est peut-être cette vulnérabilité humaine. Cette vulnérabilité, quel que soit le poste que l'on occupe. Et c'est vrai que c'est cette incursion dans cet univers-là qui m'a permis d'appréhender différemment mon travail, y compris la description, par exemple, des personnages, où j'essaye d'apporter beaucoup plus de nuances, d'ambiguïté. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le travail avec les étudiants m'intéresse beaucoup, parce que souvent, quand on a 20, 21, 22 ans, on n'imagine pas qu'il y ait autant de complexité parce qu'on n'a pas encore été confronté à certaines rencontres dans la vie. Parfois, malheureusement, on l'a été et parfois non. Et la littérature, notamment, est un moyen de compréhension des êtres extrêmement lucide. Oui, Mohamed, vous... Oui, pendant que Karine Tuile parlait, je songeais à un livre d'un philosophe qui a beaucoup réfléchi à la littérature aussi, qui s'appelait Jacques Bouvresse. Et Jacques Bouvresse a écrit un texte qui s'appelle « La connaissance de l'écrivain », qui est un essai sur la littérature extrêmement passionnant, où il interroge la notion de vérité. Quand il n'interroge pas la notion de vérité, mais interroge plutôt la prétention de la littérature à dire la vérité, ou autrement dit, il se demande ce que l'on entend lorsqu'on dit l'objet de la littérature, c'est la vérité. Ce que les écrivains disent à l'envi. Et il faut bien un philosophe pour arriver et dire oui, mais quand vous dites prétentieusement, je veux dire la vérité, de quelle vérité parle-t-on? Quelle est la vérité de la littérature? Et il utilise un certain nombre d'auteurs qui lui sont chers, Musil notamment, pour dire qu'en réalité, cette notion de vérité-là est une vérité flottante, une vérité non pas, oui, plus existentielle, je dirais, et qu'elle est tissée de complexité, qu'elle est tissée de contradictions, qu'elle est tissée finalement d'une grande impureté qui fait écho à l'impureté même du réel. Et je crois que la tâche, on peut appeler ça une tâche de chaque
écrivant à chaque texte et d'essayer de justifier finalement ce régime de vérité. C'est ce que dit Bouvresse, que c'est un régime de vérité qu'il faut placer entre le factuel et le poétique, mais qui est là et qui a qui est tissé vraiment de tout ce que le monde porte d'impur, dont la littérature doit être finalement le reflet ou le réceptacle ou le haut-parleur. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il suffit de ne pas aller très loin. Je pense que lorsque chacun de nous se rase ou se coiffe ou se regarde dans un miroir, l'être qui lui apparaît n'est jamais vraiment pur, je pense. En tout cas, en ce qui me concerne. Si c'est mon cas et que je suis unique dans ce cas, je viens de faire un aveu peut-être un peu compromettant, mais j'ai la prétention de croire que c'est assez commun, finalement. Oui, et alors je reprends l'image, puisque c'est celle que vous avez eue du juge, et j'ai toujours été frappé en lisant vos romans, mais de l'un comme de l'autre, à l'extraordinaire diversité, pluralité des personnages. Alors pourquoi est-ce que je dis ça par rapport au monde judiciaire ? Parce qu'au fond, la fonction du juge, enfin l'espèce d'injonction qu'il a, c'est quand même toujours écoute l'autre partie aussi. Je veux dire qu'un avocat n'a pas forcément à faire. Et cette idée d'écouter l'autre partie, c'est-à-dire de ne pas avoir à décider, je reprends votre image, d'emblée, où est la pureté et où est l'impureté, je trouve que c'est quelque chose qui traverse vos deux efforts littéraires. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit « Malheur à moi, j'ai le sens de la nuance ». Et je trouve que ce malheur-là, vous le partagez, et c'est aussi le malheur de l'écriture. C'est-à-dire avoir le sens de la nuance, c'est aussi rendre justice, et je trouve que la littérature, dans ce que vous en faites, rend justice à vos personnages dans leurs impuretés, c'est-à-dire dans leur humanité, au sens où impureté ne signifierait pas une espèce de tâche morale, mais une imperfection, une vulnérabilité, pour reprendre aussi vos termes, qu'on accepte et qu'on assume. Je vais citer Nietzsche, moi aussi, justement, que je cite dans Les choses humaines, qui disait qu'il n'y a pas une vérité, mais des perspectives sur la vérité. Et c'est vrai que la justice, c'est cela, c'est la confrontation avec différentes perspectives sur une vérité, l'idée étant de parvenir à trouver une vérité judiciaire. Bon, pour un romancier, c'est un peu pareil. On va, à travers la voix de nos personnages, développer et dévoiler des convictions différentes, des idées différentes, confronter des points de vue, pour qu'à la fin, chaque lecteur trouve un écho à ses propres interrogations. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé que la littérature, c'était vraiment un espace démocratique absolu, puisqu'on peut aborder absolument tous les sujets par la voix de nos personnages, sans aucun tabou. Chose qu'on ne peut plus toujours faire dans la société, mais en littérature, ça reste vraiment encore possible. Au pire, ça va susciter du débat, du remous, de la confrontation, des désaccords, mais en tout cas, on reste toujours dans un cadre extrêmement démocratique. Oui, je suis... encore, ces derniers temps, il y a quelques discussions, querelles, controverses, polémiques, on les appelle comme on veut, dites littéraires, mais qui engagent précisément toutes ces questions-là, c'est-à-dire le rapport de la littérature au reste de la société, ou la vieille question de l'autonomie de la littérature par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés, comment le prendre en charge. Faut-il nécessairement que la littérature se plie à ces injonctions, ou faut-il qu'elle accompagne ces injonctions, faut-il qu'elle les éclaire, Il y a énormément de questions que je trouve absolument importantes et intéressantes, et je crois que l'avenir sera très dur, c'est-à-dire très intéressant pour la littérature et les écrivains, parce qu'ils auront nécessairement à répondre littérairement, c'est-à-dire par la forme, toujours par la forme, à ce qui arrive, à ce qui vient. Et c'est pour cela qu'on a des personnages, c'est pour cela qu'on a donc de la polyphonie, qu'on a des voix, qu'on a des constructions, des structures. Je pense que j'ai une foi très naïve, mais très profonde en cela, au fait que la forme littéraire, dans sa capacité à se transformer, arrivera toujours à la fois résister
à la pression de la société, qui est dans son rôle quand elle fait pression, mais à aussi ouvrir d'autres chemins à l'intérieur de cette société-là. Toujours. Ça prend parfois du temps, et je pense que nous sommes dans un moment extrêmement mêlé, où il y a des inquiétudes, qui sont tout à fait légitimes parfois, mais le temps de la littérature est un temps très, très long, heureusement. C'est vrai que ça ouvre aussi des perspectives de discussion et de débat et qu'on ne doit absolument pas s'interdire ces espaces-là. Tout à l'heure, Mathias Vichra parlait du débat qu'il y avait eu effectivement à Sciences Po après la projection des choses humaines. Moi, j'en garde un excellent souvenir parce que donc il y avait un débat avec Geneviève Fraisse, une avocate, Yvan Attal et moi. Et après, il y a eu des questions parfois dures d'étudiantes qui étaient de Sciences Po qui étaient présentes dans la salle. Mais j'ai adoré cet échange, en fait. J'ai aimé qu'il y ait cette confrontation, qu'on ne soit pas d'accord, qu'on puisse débattre, toujours dans le respect de la parole de l'autre. Donc moi, que la littérature, et plus largement d'ailleurs tous les arts, le cinéma aussi, que j'aime beaucoup le cinéma, servent de support, de ressort pour je dirais, animer notre pensée et la démocratie et mieux vivre dans notre pays, pour moi, c'est un espace qu'on doit absolument préserver, et en particulier dans une école comme Sciences Po. Donc je suis vraiment ravie qu'on ait ces échanges, et j'espère qu'on en aura d'autres, même plus tard avec des étudiants. Enfin, je crois qu'il y a des questions à la fin. Donc. Oui, c'est ce qui signifie quand même que vous vous situez l'un et l'autre, et je trouve que ça se sent terriblement dans vos livres, la responsabilité de l'écrivain, non pas dans le fait d'avoir à indiquer de manière même un peu manichéenne quelles sont les voies de la justice ou de la pureté, en tout cas d'avoir à distinguer, mais que vous êtes responsable beaucoup plus de la pluralité comme telle, c'est-à-dire responsable de la diversité, responsable de la, comment dire, je reprends le vocabulaire de la polyphonie, c'est-à-dire cette idée qu'au fond, il faut rendre justice à toute... C'est pour ça que le style est important, parce que c'est aussi chacun son style, et la diversité des personnages, c'est ça. Alors ce serait la responsabilité, c'est la responsabilité démocratique de l'écrivain. Bah oui, tout à fait. Moi, je suis très attachée au pluralisme. Alors, la responsabilité, le terme est un peu fort, parce que moi, j'aime bien aussi ce concept d'irresponsabilité aussi de l'écrivain. Parce que quand on écrit, on ne doit pas non plus trop penser au lecteur. Moi, je pense d'abord à moi quand j'écris. Il faut que ça me plaise. J'essaye de ne pas penser au lecteur. J'essaye de ne pas vraiment trop... parce que le problème, le risque, ce serait d'écrire des romans extrêmement codifiés, extrêmement réfléchis. Et il faut quand même garder toujours, quand on écrit, des éléments justement qui nous échappent. Donc peut-être qu'après la lecture, on peut avoir ce sentiment d'une responsabilité ou d'un engagement de l'écrivain, mais quand on écrit, on ne l'a pas toujours. Mais après, la responsabilité comme le fait de répondre, quoi. Je reprends, c'était une expression que vous aviez, de répondre à... Oui. Mais en fait, je crois que oui, la question de la responsabilité, tout dépend en fait évidemment de ce qu'on met comme substance derrière ce mot. Et je crois que si je dis par exemple que je suis responsable en tout cas, j'ai fait partie comme écrivain, je veux dire. Quand je dis je, c'est vraiment un jeu presque transpersonnel là. Mais quand je dis qu'un écrivain est responsable du langage, c'est une grande responsabilité. Quand il est responsable des imaginaires, c'est une grande responsabilité. Quand il est responsable des ombres aussi d'une société, c'est une très très grosse responsabilité. Mais je crois qu'il y a il y a toujours une forme de responsabilité qui vient du fait qu'on écrit quelque chose et que cette phrase qui est écrite, c'est quelque chose qui est écrit. Par son existence même, signifie quelque chose dans le monde et donc nous engage pleinement dans le monde. Ce que je veux dire pleinement, c'est que ce n'est pas, par exemple, parce qu'on écrit sur un sujet brûlant qu'on défend ce sujet-là ou qu'on l'accuse, etc. Mais le fait même d'écrire sur ce sujet, le seul geste de l'écrire, fait que la forme nous engage, nous place quelque part autour de ce sujet. Et ce que je voulais dire par la morale de la forme ou des choses de ce type-là, c'est que ça
la forme est toujours une présence dans le monde et déclenche quelque chose comme une sorte de j'allais utiliser le mot de charge, mais là on tend plus vers la religion, mais pourquoi pas. Oui, dans ce sens, moi, je partage aussi cette définition de la responsabilité. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai travaillé sur la décision ou sur les choses humaines, j'avais un souci de véracité très grand. Je sentais que j'étais responsable, à la fois parce que des personnes m'avaient fait confiance en me parlant de leur travail, et aussi parce je travaillais sur des sujets extrêmement sensibles et que je voulais que le lecteur lui-même ait accès à une forme aussi d'intégrité intellectuelle. Donc j'avais un sentiment très grand de responsabilité. Oui, mais on entend bien, c'est-à-dire qu'à la fois, ça a été votre première réponse, consiste à dire, oui, mais enfin, responsabilité de l'écrivain, si ça signifie, il faut savoir pour qui je vote. Vous voyez, l'idée, je veux dire, de la responsabilité, au sens un peu sartrien que ça a pu prendre et la manière dont ça s'est un peu solidifié, etc. On sent bien que non, et en revanche, il y a cette responsabilité qui, comme principe de non-indifférence, c'est-à-dire qu'effectivement, voilà, je suis concerné, je concerne le monde. Oui, c'est ça. En fait, non, je pense que c'est juste très horizontal. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Dans la chaîne horizontale des responsabilités sociales, un écrivain occupe une place dans cette chaîne-là. Elle est horizontale, c'est-à-dire qu'il est lié aux autres qui sont à côté de lui, mais il doit occuper toute sa place, rien que sa place, mais toute sa place. Et cette place-là, on ne peut pas la définir ici, mais Karine Thuil en a donné certaines caractéristiques, on va dire. Mais c'est vraiment ce sens-là du collectif. Ce n'est plus, oui, en effet, vertical, hugolien, sartrien. On est à l'avant, on a un grand front, on éclaire l'humanité. Je pense que tout le monde est revenu de cette illusion depuis longtemps, et les écrivains en premier. Merci. Karine, un dernier mot. Je vais commencer par les questions, en commençant peut-être par la question de deux étudiantes, mais je voulais savoir si vous vouliez conclure un peu là-dessus. Très bien, on peut passer aux questions. Bon, très bien. On va passer peut-être... est-ce que vous voulez venir? Oui, vous cherchez le micro d'ailleurs. D'accord. Et ensuite, je passerai plus largement la parole à la salle. Quand est-ce que ça a été projeté, le film? Est-ce que... tout d'abord, merci beaucoup pour cet échange. Et Madame Karine Thuil, merci pour... c'est ici. Ah oui, pardon, excusez-moi. Pour votre leçon inaugurale qui était magnifique. Pas de souci, on n'est pas loin. Donc pour rebondir, vous parliez en dernier point de l'ouvrage « Les choses humaines ». En fait, vous racontez l'histoire d'un viol quand même, des mécanismes qui peuvent y conduire. J'aimerais revenir justement sur comment vous vous positionnez en tant qu'écrivaine pour trouver le juste milieu entre, d'un côté, expliquer les mécanismes qui conduisent à cet acte sans juger votre personnage, tout en évitant de normaliser et banaliser ce qui est un crime. J'ai énormément tâtonné pour écrire ce livre. Vraiment, ça a été une expérience très, très difficile. Il se lit de manière aisée, il est très fluide à la lecture, je crois. Il m'a donné vraiment beaucoup de travail. Pourquoi ? Parce que j'avais à cœur d'être au plus près de la vérité judiciaire et surtout de permettre la confrontation de tous les points de vue. Et assez vite, j'ai voulu, dans ce livre, me placer du point de vue de la famille de l'agresseur et non pas seulement de la famille de la victime, comme je l'avais souvent vu. Donc c'était une responsabilité très grande, très difficile. Et pour être tout à fait honnête, ce sont tous les procès auxquels j'ai assisté qui m'ont fait évoluer ma pensée, mon écriture, qui m'ont permis d'écrire ce livre. Si je n'avais pas été à l'audience, je n'aurais pas pu écrire ce livre. Justement parce que quand vous êtes à l'audience, vous êtes confronté à la réalité des êtres. Et parfois, vous êtes sidéré par vos propres réactions.
Parfois, vous avez des parcours de souffrance, y compris chez des criminels. Parfois, vous avez des doutes. Parfois, vous avez une intime conviction. Parfois, vous êtes ébranlé. Sans arrêt, il y a une sorte de déchirure très profonde. Et j'avais envie que le lecteur soit placé en position de juré. Donc voilà, vous êtes juré quand vous lisez ce livre. Et moi-même, en l'écrivant, je crois que j'étais un peu jurée. Donc je tâtonnais. J'aimerais bien vous donner les clés de l'écriture de ce livre, mais je l'ai écrit en tâtonnant tout le temps. Et encore aujourd'hui, je n'ai pas vraiment de réponse. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'aime toujours beaucoup discuter de ce sujet avec des étudiants, avec des gens des professions judiciaires, par exemple des avocats qui ont parfois des avis contraires, des avocats de la défense. C'est très intéressant, des gens qui parlent de la question de la prescription. Enfin, c'est des sujets qui sont passionnants, mais je n'ai pas de réponse fixe. Eh bien, merci beaucoup. Mais justement, vos livres sont assez immersifs dans la société, dans toute sa complexité, dans plein de milieux sociaux différents. J'ai lu dans plusieurs interviews et même de ce que vous racontiez que vous vous rendiez à des procès, que quasiment pour tous vos livres, vous avez une expérience de terrain pour vous immerger dans ces milieux. Est-ce que vous pourriez vous considérer un petit peu comme une enquêtrice du social, comme méthode de préparation pour vos romans ? Non, parce que chaque roman est différent et je travaille différemment pour chaque roman. Pour les choses humaines et 12 France, les choses humaines et la décision, j'ai eu besoin de travailler de cette façon, l'insouciance aussi. Parce qu'il arrive à un moment où vous ne pouvez pas décrire une réalité si vous n'allez pas sur le terrain. Mais ça, c'est valable pour tous les écrivains en réalité. Je pense à un moment dans un roman de Philippe Roth, La Tâche, il décrit une scène de traite des vaches. Mais c'est l'une des scènes les plus belles de la littérature, cette scène de traite des vaches. Et à mon avis, il a dû discuter avec beaucoup de personnes dont le métier consistait à traire les vaches pour écrire cette scène. Ça fait partie aussi de notre métier d'écouter, d'apprendre à écouter pour pouvoir après décrire. Parce que ça rend les choses un peu non seulement difficiles, mais presque impossibles. Pour être tout à fait honnête, j'aurais été incapable d'écrire la décision si je n'avais pas rencontré des juges d'instruction antiterroristes. C'est impossible. À la rigueur, je me serais aidée d'une enquête qui aurait été faite par un journaliste, mais là, j'ai eu accès à leur questionnement intime. On est devenus amis, on a passé du temps, on est devenus proches. Enfin, c'est des années de connivence pour arriver à écrire. Donc, si vous voulez, chaque livre propose une méthode totalement différente. Dans une interview avec le journal Le Monde, vous dites que la littérature est l'espace de la pleine liberté, de la transgression et de la subversion, ce qui est une formule vraiment très forte. Et vous abordez notamment dans vos romans des sujets clivants comme le racisme, la lutte des classes ou la haine de la grossesse. Vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer dans l'écriture de vos romans et de regretter de ne pas avoir dit tout ce que vous aviez à dire ? Je ris parce que vous dites la haine de la grossesse alors que j'ai ma fille au premier rang. Non, je ne me censure absolument pas. Je pense que si on se censure en tant que romancier, on est déjà mort. On a vraiment cet espace de liberté incroyable. Alors, on peut avoir un peu peur de la réception en se disant, là, je sais que j'ai écrit un passage, quand j'ai écrit par exemple L'invention de nos vies, je savais que c'était un sujet sensible, que je pouvais avoir des réactions. Les choses humaines aussi, je sais bien qu'il y a des passages qui peuvent être tendancieux, mais l'idée qu'ils puissent susciter des débats contradictoires, des réactions, ne me gêne absolument pas. Je crois de toute façon, quand on écrit, on ne se protège pas. C'est ce que je disais en citant la phrase de Philippe Roth dans mon discours. La retenue n'est pas faite pour les romanciers, pas plus que la honte. Parce que si on a peur des réactions, non, c'est qu'on n'est plus du tout un romancier, on est un faiseur dans ce cas-là. On cherche autre chose, on cherche le succès, on cherche à plaire, et un écrivain doit prendre le risque de déplaire. D'accord, merci. Et vous avez également couché sur le papier la vie de nombreux personnages qui sont traversés par beaucoup de questionnements identitaires, et vous avez également dit « L'écriture a beaucoup à voir avec l'effacement, on se cache derrière la vie des autres ».
est-ce qu'il y a un personnage en particulier qui vous a particulièrement marqué, un personnage de vos romans? C'est une bonne question. Non, tous, on est. Enfin, j'ai un rapport, on a un rapport particulier avec tous les personnages, mais sans doute avec le dernier personnage, c'est-à-dire le livre que j'écris en ce moment. C'est souvent celui dont on est le plus proche. Merci pour ces questions. Je vais peut-être m'adresser maintenant directement à la salle tout entière pour savoir si... Alors, je vois ici des mains levées, mais je n'ai pas de micro. Peut-être qu'Esther, ouais, si tu pouvais... Oui, on a des deux côtés. Voilà. Ici. OK, et ensuite un peu derrière. Je pense aussi. Bonjour, merci mille fois pour votre présence. C'est vraiment magnifique de vous avoir tous les deux. Moi, je vais avoir une question un peu plus légère, bien que compliquée. Avant d'être des auteurs, vous êtes aussi des lecteurs. Et on m'a dit un jour qu'une bonne œuvre d'art, c'est une œuvre juste. Alors vous, ça serait quoi votre définition d'un bon roman ? Allez-y. Moi, ça serait un roman. Je lui sauve la vie là. Parce qu'il m'a dit tu commences. Ça serait un roman dont la lecture ne me laisserait pas indemne. Il faut que quand j'ai terminé un livre, je sois un petit peu différente après l'avoir refermé. Si je suis la même, je me dis que pour moi, c'était pas un bon roman. Voilà. Voilà. Kafka, dans une phrase très très connue, disait qu'un roman doit être la hache qui brise la mer gelée en nous, et je crois qu'on n'a jamais fait mieux comme définition. Non, en la matière, bon, oui, Kafka, cette phrase serait tout à fait... Mais bon, ce qui est très intéressant dans ce type de phrase-là, là je vais broder pour éviter de répondre à la question, mais c'est que il dit à un moment, Kafka, une autre phrase très célèbre, qu'écrire c'est bondir hors du rang des assassins. Je n'ai jamais compris cette phrase. Enfin, si, mais bon... Parce que l'inverse pourrait être vrai aussi, c'est être un assassin. Il a cette autre phrase, Kafka, qui dit à un autre moment, il est sur son lit de mort et dit « Docteur, tuez-moi, sinon vous êtes un assassin ». Parce qu'il souffre. Cela dit, en fait, ce que je veux dire est assez proche de ce que Karine vient de dire, c'est que je crois qu'un bon roman, c'est simplement un texte qui, à la toute fin, vous fait dire « Ah, voilà une question, une façon de formuler une question très vieille, qui est de dire toujours « Qu'est-ce qu'être un être humain ?» Parce que je crois qu'au fond, c'est à cette question-là que toute la littérature tente de répondre. Qu'est-ce qu'être un être humain ? Eh bien, je crois qu'un roman important pour nous, un bon roman, est un roman qui pose cette question de façon différente, un peu différente, légèrement différente, mais qui est nouvelle pour nous, tout simplement. Je crois que ce serait ça. Et dans ce nouvelle-là, quand je dis nouvelle, une façon nouvelle, c'est à la fois dans le fond de la question, mais aussi dans la façon dont la question nous arrive. Donc, toujours la question de la forme qu'il ne faut jamais oublier ou sacrifier dans un roman. Et Kafka disait... Donc, on reste sur cette dernière citation de Kafka avant... Bonsoir. Justice. Oui. Bon, ouais, c'est une question qui s'adresse plutôt à Madame Karine Tulle, mais évidemment, j'attends les réponses de tout le monde. Il y a quelque chose qui revient souvent dans vos textes, du moins ceux que j'ai lus, et qui est revenu dans la conférence aujourd'hui. Vous parlez souvent de la littérature comme le seul endroit où on peut être honnête, où on peut découvrir des gens, qui serait le seul endroit face à une espèce de tabou, etc.
Et du coup, je me demandais pourquoi seulement la littérature, pourquoi la littérature et pas le cinéma, la peinture ou toutes les formes d'art qui existent autour d'elle. Alors pour le cinéma, il y a un rapport à l'image qui fausse la perception. Je le vois d'ailleurs parce que j'ai Les choses humaines qui a été adaptée, l'édition qui est en cours d'adaptation. Il y a cette responsabilité vis-à-vis de l'image qui parfois, je trouve, distord l'intention. Il me semble qu'on est plus libre en tant que romancier qu'en tant que cinéaste, parce qu'il n'y a pas cette représentation aussi évidente, aussi directe. Il y a l'imaginaire, le lecteur va lire des mots, mais après il va avoir sa propre représentation. Ce qui n'est pas le cas au cinéma, où on a l'image brute, il y a quelque chose qui nous est donné, et il y a moins d'espace pour cette représentation personnelle, même s'il existe, hein, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il me semble que la littérature est vraiment un art pour ça à part. Et puis aussi peut-être parce que j'étais un peu déçue par la politique, par la parole politique, par le fait que cette parole soit vidée de sens, qu'elle n'ait pas la même portée. Et donc j'ai sans doute inconsciemment surinvesti ou investi différemment la littérature comme espace de transformation politique et sociale. Comme si c'était justement un endroit où on pouvait avoir une parole vraie, alors qu'il y a d'autres espaces où la parole est trop codifiée, trop maîtrisée, avec la peur de la réception. Un écrivain n'a pas toutes ces peurs. Bonjour, j'ai une question qui s'adresse à vous deux. Je voulais vous demander quel est votre rapport à la pudeur et à la nudité en tant que romancier, parce que si, dans l'hypothèse où quand vous écrivez, vous versez votre essence dans vos lignes et vous vous mettez à nu, comment vous vivez le fait que des inconnus puissent lire en vous tel un livre ouvert, c'est le cas de le dire, ou que dans cette salle, beaucoup de personnes savent ce que vous pensez de beaucoup de choses qui relèvent de l'intime? Je peux vous dire que vous ne savez absolument rien, en vrai. Oui, je pense que si vous croyez qu'en lisant un roman, vous êtes en train de découvrir l'auteur en sa nudité, c'est qu'il a réussi son coup, finalement. Parce que je crois que la question de l'illusion aussi est absolument importante dans le genre du roman. Évidemment, là, il faut réfléchir un peu au genre. Dans une autobiographie ou un récit, un écrivain dit quelque chose qui peut être directement son expérience. Mais cette expérience n'est jamais exactement la même, tout simplement parce qu'elle est écrite. Et que la médiation du langage est toujours une transfiguration, même quand elle est minime. Après, je ne parle même pas du roman où la transfiguration est totale. Et méfiez-vous, plus un personnage semble se rapprocher de l'auteur, plus l'auteur est en train de vous tendre un filet. Il y a beaucoup d'illusions en la matière. On parle beaucoup de Philippe Roth depuis tout à l'heure. Il est très tentant de dire que Nathan Zuckerman, un personnage très récurrent de ses romans, est l'alter ego de Philippe Roth. Mais jusqu'à où, finalement? C'est la question qu'il faut se poser. Après, plus globalement, je pense que la question le fond de votre question, je crois, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on arrive à se livrer dans un roman? Est-ce que ça ne fait pas peur? Oui, cela peut faire peur. Même en passant par un roman, même en jouant de masques, même en se cachant derrière des personnages, cela peut faire extrêmement peur. Mais finalement, je crois que l'essentiel, c'est que la personne qui lit à un moment donné puisse peut-être pas se retrouver exactement, mais trouver dans les mots qu'un auteur lui offre un miroir de sa propre intériorité ou de sa propre existence, finalement. Et ce n'est pas du tout par une sorte de... Comment dire? Je ne pense pas, en tout cas moi, ce n'est pas ma pratique, quelque chose de très nombriliste où on s'épand comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est précisément ce que la personne qui lit voit, non pas de moi, mais d'elle-même. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans cette affaire-là. Pour le reste, Philippe Roth a déjà répondu. La honte n'est pas faite pour l'écrivain.
Il peut écrire à partir de la honte. Et dans ce sens-là, la honte est pour lui. C'est-à-dire l'expérience de la honte, qu'est-ce que c'est? Depuis la honte, c'est son histoire. Mais avoir honte d'écrire et de s'écrire, je pense que ce n'est pas son affaire. Puis on ne sait jamais où l'écrivain se manifeste en réalité, parce qu'il y a aussi une très grande part de manipulation dans l'écriture. Moi, je pense que l'écrivain est un menteur et un manipulateur. Donc, au fond, je suis vraiment tout à fait d'accord avec. Elle est en train de vous dire que tout ce que nous avons raconté depuis tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Parfois, vous avez un personnage qui vous pensez qui ressemble à l'écrivain, alors que absolument pas. Il n'y a aucun point commun avec l'écrivain. Et l'écrivain, à la rigueur, s'il doit apparaître quelque part, il apparaîtrait dans un autre personnage, par exemple. Mais on trompe son monde, et je dirais même mieux. On n'a pas à s'en expliquer et à s'en justifier. Moi, je me souviens, quand j'ai écrit mon premier livre, c'était l'histoire d'un homme qui a assassiné sa femme par lettre. C'était un livre assez violent. J'étais allée à une fête et quelqu'un m'avait désigné du doigt devant tout le monde en disant « Toi, tu es folle ». Et j'avais été totalement bouleversée par cette affirmation, parce que je ne me voyais pas du tout comme une folle, mais comme quelqu'un de tout à fait sensé, qui préparait sa thèse de droit. Et c'est intéressant ce que les autres projettent en fait sur vous à travers l'écriture, qui est vrai ou pas, enfin ça j'ai pas à le dire, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'assez mystérieux dans ce processus-là, qui révèle pas forcément son auteur. Merci. On a le temps seulement pour une seule question, j'en suis désolé, mais Karine Thuil doit aller à une séance de dédicace au 187 boulevard Saint-Germain. Donc voilà, on vous écoute pour la dernière question, et désolé pour les autres. Bonsoir, et du coup désolé pour les autres. Ma question porte sur les propos de Madame Thuil, mais je serais ravie d'avoir votre avis à tous les deux. Vous avez commencé votre leçon inaugurale en disant la littérature, ce savoir et peut-être cet artisanat. Et pourtant, quelques minutes plus tard, vous avez fait une comparaison entre l'écrivain et le forgeron, en disant que pour l'écrivain, les mots comme matériaux étaient tout à fait impalpables. Et donc, je voulais savoir en quoi, pour vous, la littérature est aussi un artisanat et pas seulement un art. Merci. Ben, c'est ça, c'est vraiment un artisanat. C'est pour moi c'est drôle que, on parlait du forgeron parce Gallimard avait publié un texte qui s'appelait Neige sur la forge, que je vous recommande d'ailleurs, qui avait été écrit par un forgeron. Et c'est un texte d'une très grande puissance littéraire. Et pour moi, ce texte, il symbolise exactement, très précisément, le travail de l'écrivain, qui tous les jours travaille son matériau avec beaucoup de modestie et d'humilité, sans jamais savoir exactement comment sera le livre, en fait. Il y a cette incertitude. Donc il y a oui, pour moi, l'artisanat, c'est vraiment ce rapport à l'humilité, à un matériau noble et en même temps très fragile. Ce rapport aussi à sa valorisation, le fait qu'il y ait cette économie quand on écrit, on ne sait absolument pas si on va être lu, si on va trouver un public, il y a vraiment un rapport à l'économie et à l'humilité qui est très grand, que j'ai toujours perçu. Non, franchement, je n'ai rien à ajouter à cela. Je crois que le style est un artisanat. Oui, il suffit de voir tout ce que Flaubert dit dans sa correspondance sur la question de style. Et ce qui fait que les phrases qu'on écrit sont enlever un mot, en rajouter un autre, rallonger une phrase, supprimer une subordonnée, tout ça est un artisanat. Parce que cela fonctionne de façon très, très lente. Et cela ne vient pas d'un claquement de doigts. Et cela, surtout, je pense, il faut tenir à l'idée que l'écriture est un artisanat parce que cela débarrasse d'une autre idée qui peut être un peu paralysante ou même ou faire sombrer dans la facilité, qui serait de croire tout à fait l'inverse, que c'est une sorte de don, et particulièrement d'un don divin. Ce n'est pas vertical, encore une fois, c'est horizontal. Et dans cette horizontalité, cela veut dire labeur, patience, découragement et revenir
comme on va à la forge chaque jour et chaque matin pour forger ces phrases. Donc je trouve que c'est une métaphore assez juste que celle de l'artisanat, assez humble et qui remet les idées à leur place. Merci beaucoup, merci Karine, merci Mohamed, merci à vous tous et tous pour cette soirée. Bravo, merci.